Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de Télé Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Alors nous accueillons aujourd'hui Vincent Brousseau. Bonjour cher monsieur, vous n'êtes pas inconnu de nos téléspectateurs puisque vous nous avez parlé déjà des questions de l'euro. Vous êtes économiste et vous avez travaillé pendant 15 ans à la BCE. Vous connaissez votre affaire et voici que vous serez à nos côtés. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, et bonjour à tous. Vous subirez le feu des questions de Pierre et de moi-même sur quelque chose qui est passé tout à fait inaperçu dans les grands médias, dans les mainstream, comme on dit. Et en France. En France, oui, en France. Oui, c'est passé inaperçu en France. TF1, BFM ne vous en parlera pas. De quoi ça? Par contre, le Financial Times en a parlé. Voilà. Il s'agit tout simplement d'une révolte des banquiers centraux contre la politique qui est menée par la BCE et en l'occurrence M. Draghi et probablement Mme Lagarde. Un mémorandum met à mal l'idée principale de l'euro, à savoir que cet euro présentait de considérables avantages. Eh bien, justement, non. C'est ce qui apparaît et ce n'est pas une contribution de mince valeur, puisque nous allons voir une bonne dizaine de banquiers, allemands, néerlandais et même français, on citera notamment Jacques de la Rosière, ancien président du FMI, qui mettent en cause le fonctionnement actuel de la BCE. Alors, quel est l'objet du délit, hein, le corpus delicti? Je vais laisser le soin à Pierre de vous poser la question là-dessus. Pourquoi est-ce que la BCE et pourquoi est-ce que la politique de M. Draghi est remise en cause? C'est la question. Vincent Brousseau, alors après 8 ans de présidence, Mario Draghi reçoit beaucoup de critiques de la part de ses banquiers centraux. Qu'est-ce que ces banquiers centraux ont à lui reprocher? Alors, ce qui déplaît, c'est les taux très bas. On peut parler de taux bas puisqu'ils sont négatifs. Et la base monétaire très élevée, donc gonflée par le quantitative easing. C'est-à-dire une masse énorme oui. Et des taux très bas. Voilà. Négatif. On parle de 10 baisses de taux sous son mandat. Oh, c'est bien possible, je vous avoue que je ne les ai pas comptés. Mais le bilan de la BCE a un ordre de grandeur de 4, peut-être 3, peut-être 5, mais 4 000 milliards. Ce qui n'était pas le cas au commencement. Alors quel est le problème justement avec ces taux trop bas? Alors aussi bien avec les deux choses. Le problème est que vous allez avoir des bulles qui vont se former, des bulles obligataires, des bulles sur le marché des actions, des bulles immobilières, ce qui met en danger l'épargne des épargnants, c'est une première chose. Et puis, en plus de ça, vous commencez à avoir des problèmes sur tout ce qui sert le désir profond des épargnants, qui est de conserver la valeur de leur épargne sans prendre de risques. Ça devient plus possible puisque, prenons par exemple l'assurance vie, que fait-elle? Eh bien, elle va s'adosser sur des titres d'État. Elle va donc collectionner des titres d'État. Mais si ces titres d'État commencent à présenter à leur tour un rendement négatif, comment peut-on conserver la valeur nominale de l'épargne des gens sans risque? La façon normale de procéder sans risque, c'est justement de stocker des titres d'État. Mais si eux-mêmes rapportent quelque chose qui fait moins que zéro, comment peut-on garantir Oui, bien sûr. L'instrument de réserve de valeur n'existe plus. Voilà. L'instrument de réserve de valeur dans l'œil de l'épargnant n'existe plus. Donc, ça provoque, les deux choses provoquent un certain mécontentement des épargnants dans tous les pays du Nord. Il y a également aussi le fait qu'il y ait cette prolifération d'entreprises dites zombies, d'entreprises qui ne meurent pas en réalité. Oui, c'est une conséquence. Voilà. C'est-à-dire expliquez-nous justement le principe de l'entreprise zombie, c'est une entreprise qui travaille à perte, mais elle est obligée de continuer parce que sinon elle n'a pas les flux financiers qui lui permettraient de se maintenir en vie. Et là, au contraire, le quantitative easing lui permet de se maintenir en vie. Et oui, il les aide, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà.
Je crois qu'il faudrait peut-être revenir à la définition la plus élémentaire de ce qu'est le taux d'intérêt. On nous apprenait à l'université, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette définition, le taux d'intérêt rémunère et rationne l'offre limitée de capital. Oui. C'est-à-dire que il paye l'épargnant, celui qui prend le risque aussi, il paye le risque. Et puis, il rationne, c'est-à-dire qu'il indique la quantité disponible et son allocation la plus opportune, n'est-ce pas? Bon, or, aujourd'hui, à partir du moment où les taux d'intérêt sont négatifs, il n'y a plus, je dirais, ce cap, cette indication rationnelle de cohérence. En fait, du coup, les marchés deviennent fous parce que les gens eux-mêmes ne comprennent plus. Voilà, c'est ça. Les marchés deviennent fous, c'est ça. Et les gens eux-mêmes ne comprennent plus. Il faut quand même un petit peu réfléchir dans l'abstrait pour voir ce que veut dire un taux négatif. Et je vois encore plein de gens qui trouvent que c'est paradoxal, qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Ben oui, mais... Alors, un taux, par exemple, un taux de 1% par an. Oui. Eh bien, c'est que je vais vous prêter de l'argent, 100, et que dans un an, vous allez me rendre 101. Ben voilà. Ouais. S'il est négatif, c'est-à-dire que je vais vous prêter 100, et dans un an, vous allez me rendre 99. Ce qui peut déconcerter. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ces baisses de taux, Vincent Brousseau, est-ce que Mario Draghi avait-il réellement le pouvoir? En tout cas, il l'a fait, mais est-ce prévu dans les statuts de la BCE? Il n'y a pas dans les statuts de la BCE, tu ne mettras pas de taux négatif. Ou tu limiteras la base monétaire. Parce qu'on avait parlé de nombreuses violations des statuts de la BCE. Il y en a, on va en parler. On va en parler, oui. Mais... oui, il avait le droit de le faire. Je ne pense pas qu'on puisse lui intenter quelque chose de juridique. C'est pas la question. D'ailleurs, mais revenons-en donc un petit peu à ce fameux mémorandum qui s'inscrit dans un contexte plus large de rébellion. Voilà. Donc les signataires du document sont Hervé Hanoun, ancien premier vice-gouverneur de la Banque de France, quand même. Précisément. Donc c'était un N- de Draghi, parce que le gouverneur de la Banque de France est un N-1 de Draghi. Oui. Bon, et tous les autres noms que nous allons mentionner seront des N-1. C'est-à-dire le grade. Alors, Edmar Racing a été effectivement un N-1 puisqu'il a été membre du directoire de la BCE. Et il était d'ailleurs en charge de la direction générale de l'économie. Oui. Et il en a profité pour s'auto-intituler le chief économiste de la BCE, ce qui restait à ses successeurs. C'est-à-dire que le board member qui possède le directeur général Economics s'appelle le chief économiste. Il était avant Bundesbank, avant de venir à la BCE. Alors nous avons Klaus Liebscher, ancien l'Autrichien, lui. Oui. Donc il a été gouverneur de la Banque centrale de l'Autriche. Et nous avons le camarade Schlesinger, dont j'ai eu l'opportunité de parler, parce qu'il n'en est pas à sa première crasse. Ah oui, c'est ça. L'année dernière, déjà, quand il y a eu cette révolte des économistes normaux, enfin pas des banquiers centraux, un truc signé par 153 économistes, dont j'ai peut-être parlé avec vous. Non? Oui, nous avons évoqué au moment où nous parlions de la sortie furtive de l'euro. Son nom à Schlesinger figurait sur la liste. Oui. Mais avant, il avait fait quelque chose de pas bien. Qu'avait-il fait? C'est lui qui a attiré l'attention de Zinn, du professeur Zinn, sur le problème des targets. Zinn ne s'en serait pas aperçu sinon. Target dont vous avez parlé dans l'émission. Et donc Zinn a en effet commencé une croisade. Oui. Mais si Schlesinger ne l'avait pas tiré par la manche, il lui avait dit « mais tu devrais regarder ça ». Il ne l'aurait pas fait. Et donc le problème ne serait pas parvenu à la connaissance du public allemand. C'est important. C'est important, et puis surtout, c'est malveillant. Oui. De la part de Schlesinger. Oui. Oui. Alors, on a aussi Jürgen Stark. Alors, Stark, ça a été mon boss, je l'ai déjà dit, c'était le N+5. Oui. Hissing aussi, d'ailleurs. C'est mon N+6. Stark fait partie aussi de la liste des démissionnaires. Il y a des démissionnaires qui ne sont pas tous qui sont pas tous signataires de ce mémorandum. Des gens qui sont partis. Il y avait Axel Weber. Oui, que vous aviez cité aussi. Qui avait gouverné la Bundesbank, qui avait été président de la Bundesbank, et qui était parti pour désaccord avec la politique monétaire de M. Draghi. Ensuite, il y a eu lui, Stark, qui est parti parce qu'il avait des désaccords avec la politique monétaire de M. Draghi.
Et il y a 10 jours ou 15 jours, il y a eu Sabine Lautenschläger qui est... Oui. Alors, cette Lautenschläger, elle est directrice membre du directoire. Oui, donc c'était aussi une N-1. Elle était membre du directoire, c'était l'allemande du directoire. Elle a démissionné aussi. Parce qu'elle était en désaccord avec ça fait quand même beaucoup de mots. Ça en fait 3 à la suite. Ça fait depuis combien de temps ce tollé des banquiers centraux? Ça a commencé, Weber c'est ancien, donc en fait c'était pratiquement depuis le début, mais les Allemands ont toujours râlé là-dessus. Ça, ils ont été précurseurs dans la râlerie. Et ça s'attendait chez nous. L'organisation de la BCE fait que Mario Draghi n'a pas à entendre le point de vue de tous il a à ces gens l'entendre, mais ensuite il fait un petit peu... Il décide ouais. Non, il met au vote. Ah oui, mais c'est d'autant plus paradoxal que la révolte vienne des Allemands. Et attendez, on n'a pas mentionné le Hollandais. Oui, le Noodveding. Alors Noodveding, donc, était le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise. Mais on nous a souvent dit que les Allemands avaient bénéficié de l'euro. Mais ça, c'est pas vrai. Alors justement, c'est ça le problème. C'est pas vrai, parce qu'en fait, en quoi en auraient-ils bénéficié? Ils en auraient bénéficié parce qu'ils seraient devenus des champions du monde de l'exportation. Oui. Mais enfin, ils sont champions du monde de l'exportation parce qu'ils exportent vers la zone euro. Oui. Et c'est surtout ça qui fait qu'ils sont champions du monde de l'export. Et quel est le but d'exporter? C'est pas de gagner un titre de compétition, je suis le meilleur exporteur, on s'en fiche. C'est de gagner des sous. Oui. Et là, ils ne gagnent pas des sous, sinon de manière fictive. Ah oui. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Allemagne. Vous avez un vendeur de voitures qui a réussi à vendre une voiture allemande à un client italien. Exemple vraiment canonique, qui ressort dans toutes les conférences, dans toutes les interviews. Qu'arrive-t-il à ce vendeur de voitures? Eh ben, il touche le prix de la voiture et il est content. Mais qu'arrive-t-il au niveau du pays tout entier, de l'Allemagne tout entière? Non. Parce que, en fait, ça n'est pas un Italien ou une institution italienne qui a payé. C'est la Bundesbank qui a payé. Le vendeur de voitures. Et donc, ça se rattrape, quoi. Enfin, la somme des deux, c'est... Et par quel biais a-t-elle payé? Eh ben, elle a payé en créditant C'est ça. En créditant le compte bancaire du vendeur de voitures. Voilà. Ça, d'accord. Mais au total, qu'est-ce qui est entré en Allemagne en fait d'argent? Uniquement des créances Target. Et c'est pas exactement un actif de très haute sûreté. Donc ils exportent, mais pour rien. Et exportant pour rien, le bénéfice de l'exportation qui est celui en général qu'on leur prête. On leur dit, on dit d'eux qu'ils sont contents de l'euro parce qu'ils peuvent exporter, mais en fait, c'est un bénéfice fictif. D'accord. Mais le pouvoir allemand dans tout ça, quand il se rend compte de ça, pourquoi il n'y a pas de réaction? La seule réaction possible est une réaction difficile à prendre pour une chancelière de la République fédérale d'Allemagne, ce serait de sortir. Ah oui, d'accord. D'accord. On conçoit surtout qu'elle est européiste, donc on conçoit qu'elle ait des réticences. Ça peut se comprendre, mais ça ne change rien au fait. Alors, je voudrais rappeler aussi à nos téléspectateurs que vous êtes membre de l'UBR et que vous êtes le conseiller de François Asselineau. Sur les questions monétaires, c'est vrai. C'est important puisque nous arrivons à la politique. Cela étant, avant de faire une pause, nous allons citer quand même un autre poids lourd qui a fait parler de lui dans cette affaire qui brandit l'étendard de la révolte. Oui. Et pourtant, Dieu sait si pourtant c'est un monsieur... Posé. Raciste. Il s'agit de Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président du FMI, qui lui aussi dit que ça ne va plus. Oui, c'est exact. Rien ne va plus. Il a dit en fait que... Oui, il a laissé entendre que bien qu'il n'ait pas signé le mémorandum, oui. Il était d'accord avec, et il y en a un autre dans ce cas. Je ne voulais pas les nommer parce qu'ils n'ont pas signé. Oui. Mais ça porte la liste avec les fugitifs, les signataires, ça porte la liste des banquiers centraux de premier rang, tous des N-1, sauf Hanoun, à 10. Oui. 10 poids lourds qui se révoltent contre le... Oui. Donc c'est qu'il y a une raison. Enfin, en général, quand c'est moi qui dis « mais l'euro ça marche pas, il y a des problèmes », je peux n'être pas pris très au sérieux parce que je ne suis pas moi-même banquier central de premier niveau. Mais s'il y en a 10... Oui. 10, N-1, comme vous dites. Oui, enfin 10 N-1 ou N-2. Enfin, c'est peut-être vrai. C'est sérieux. Ouais. Ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux. Donc, après la pause, on va voir qu'est-ce qu'il y a de si mauvais. Voilà. C'est exactement ce que je voulais proposer à nos téléspectateurs, à vous-même. Pause.
Alors, chers amis, la chose est complexe, mais tout à fait passionnante et tout à fait inédite. Je disais tout à l'heure que ni TF1 ni BFM ne vous parleront de cette affaire. Par contre, il y a des médias anglo-saxons qui en ont parlé quand même. Oui, et allemand. Et allemands, bien sûr. Il y a Reuters, on en parlait. Reuters, Bloomberg. Bloomberg, oui, ça c'est... Et puis le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je souligne que le Frankfurter Allgemeine Zeitung est le journal qui s'occupe en général des fuites de la Bundesbank. C'est-à-dire que quand la Bundesbank veut dire quelque chose, mais qu'elle ne peut pas, elle fait fuiter. Vers le Frankfurter Allgemeine Zeitung, et nous lisons donc dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'ils ont eu connaissance de fichiers à documents. Oui, d'accord. Mais en l'occurrence, là, c'est pas une fuite. Non, là, c'est pas une fuite. L'intention est peut-être la même. Oui. Mais c'est pas une fuite, techniquement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer maintenant? Bon, c'est ça. Déjà, est-ce que ce personnel va être renouvelé? On sait que Mme Lagarde va arriver au début du mois de novembre. Oui. Est-ce que tous ces banquiers centraux vont rester en place, d'abord? Oui, parce que les renouvellements sont normalement pas synchrones. C'est-à-dire que les membres du directoire, si c'est à ça que vous faites allusion, ils sont remplacés, mais pas en même temps que... D'accord. Oui. Donc ils seront toujours là pour mener la fronde face à Mme Lagarde? Non, parce que eux, ils n'ont rien signé du tout. Eux, ils ont encore une carrière. Ceux qui sont sur le mémorandum, c'est des gens qui sont en fin de carrière. C'est ça. Ils peuvent le faire, oui. Ils peuvent le faire, oui. Mais Mme Sabine Lautenschlager, donc membre du directoire de la BCE, donc démissionnaire pour les mêmes raisons, n'a pas signé le mémorandum, non, apparemment. Parce qu'elle a encore une carrière à faire. C'est ça. Ouais. Mais on parle de ces remplaçants. Alors les remplaçants, je ne sais pas, parce que, oui, évidemment, les journalistes ont cité des noms, mais en général... Quel crédit faut-il accorder à Je n'en accorderai aucun. On ne peut pas savoir. Ça peut être par hasard que l'un des noms sorte de la liste, ou ça sera quelqu'un d'autre. Et il se pourrait aussi qu'ils aient des difficultés à trouver un Allemand qui accepte une position difficile. Oui. Alors, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il soit allemand, donc si ça se trouve, le successeur Pour l'instant, les deux noms que j'ai vus circuler sont des Allemandes. Madame Claudia Busch et Helga Bartsch. Oui, parce qu'il y a aussi une obligation, pas une obligation écrite, mais de féminiser. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, mais le fond, maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait nous, avec ça? On fait rien, parce qu'on n'est pas au pouvoir. Non. Mais qu'est-ce qui est si moche dans ce mémorandum? Qu'est-ce qui est si moche? Bon, ce mémorandum est un texte de 2 pages en anglais, que vous pouvez trouver précisément, si vous ne regardez pas TF1 et BFM, mais Bloomberg, Reuters ou vous pouvez trouver le texte complet, c'est 2 pages en anglais. C'est beaucoup du ECB bashing. Oui. Mais il y a... De la critique de la BCE. Oui, exactement. Mais en anglais. Oui, bien sûr. Mais il y a une phrase qui est particulièrement... et qui va plus loin que le simple bashing, enfin, qui est le fond du problème. Et c'est pour ça que j'ai préparé de vous la lire. Traduisez-la nous, s'il vous plaît. Et je veux vous la traduire, bien sûr. Je branche le logiciel de traduction instantanée, et ça dit, par contraste, le soupçon que derrière cette mesure... il y a une intention. Cette mesure de baisse des taux. Il y a une intention de protéger des gouvernements qui sont lourdement endettés de la hausse des taux d'intérêt. Et ce soupçon est en train de devenir difficile à repousser. Enfin, donc des gouvernements en Europe, mais alors est-ce qu'il y en a un qui est visé plus que les autres? Les gouvernements lourdement endettés, il y en a un qui est plus lourdement endetté que les autres. Et ce gouvernement est celui... La mère patrie du président Draghi. Voilà. C'est bizarre comment on a deviné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est ces gens qui sont tous du Nord, enfin tous des pays d'Europe du Nord. C'est toujours... vous trouvez là-dedans pas un seul signataire italien, espagnol ou grec. Français. On ne voit pas... il y a Hanoun quand même. Hanoun, oui, pardon. Oui. Mais on voit pas, par exemple, M. Villeroy de Galhau dans le même... Non, mais lui, il n'a pas fini sa carrière. C'est ça. Oui. C'est ça. Il a encore peut-être des espoirs de faire quelque chose d'autre après. Donc...
Et puis peut-être, ça se peut, peut-être ils ne partagent pas les vues de ce mémorandum. Qui sait. Et après tout, il y a des européistes dans le lot, et ceux-là vont être vent debout. Je crois qu'il est important de répéter la phrase. Oui, alors je vais la répéter. En revanche, il est de plus en plus fondé de soupçonner que cette mesure repose sur l'intention de protéger les gouvernements lourdement endettés de la hausse des taux d'intérêt. Oui. C'est quand même... Ça veut dire la chose suivante. Il y a un gouvernement qui est dans la panade, gouvernement italien donc, Oui. qui ne pourrait pas, survivre, le mot est un peu fort, mais qui aurait d'énormes difficultés si jamais les taux devaient monter, des difficultés de financement pour lui. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas joindre les deux bouts. Et que, pour venir en aide à ce gouvernement, le président de la BCE a causé des ennuis et des inconvénients chez tous Tout le les système. membres. Oui, bien sûr. C'est les inconvénients et les ennuis dont nous parlions au début, c'est-à-dire une désorganisation totale de l'économie, un risque pour les épargnes des épargnants. Et quand l'épargnant n'est plus sûr de lui, ne sait plus quoi faire, eh ben, ça met en danger toutes les procédures toute la possibilité de trouver du financement, parce que les autres, ceux qui ont besoin d'argent, en fait, ils s'adressent aux épargnants. Ben oui, Oui. bien sûr. La règle... Par ailleurs, on entre dans un système illogique avec les taux négatifs que personne ne comprend. Et ce n'est quand même pas bon quand tous les acteurs d'une économie cessent de comprendre ce qu'ils font. C'est ça. Alors, Parce que ça conduit à des décisions irrationnelles. Et puis on a une paralysie complète du système. Et ça finit par provoquer une paralysie totale du système. Et ça pour toute la zone euro. Et on n'a pas hésité à faire ça juste pour sauver un pays. Cette aide, Vincent Brousseau, de la BCE à l'égard donc de l'Italie, est-ce qu'on ne peut pas faire un comparatif avec ce qui avait été fait avec la Grèce quand la BCE avait encouragé le gouvernement grec à camoufler ses comptes pour avoir les subventions européennes? Enfin, c'est... Non, c'est Goldman peut-être Sachs. que... C'est Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs. Oui, c'était un président de la BCE, ancien de Goldman Sachs, qui avait... Draghi. Voilà. C'est Draghi? Non, on ne peut pas. Parce que d'abord, Draghi n'a pas participé à cette histoire grecque quand il était à Goldman Sachs, je veux dire. Ouais. D'accord, oui. Il dit... Il dit, mais c'est plausible, parce que Goldman Sachs s'occupe quand même de beaucoup de choses. Oui. Et un ancien Goldman Sachs... j'ai fait fausse route. Oui, mais en revanche, la Grèce vient d'emprunter 473 millions. Millions, oui. À 0,02%. Ce qui, pour elle, est une bonne chose, certainement. Oui, mais c'est que ça continue, donc. Oui, mais c'est une petite somme, hein, 473 millions. Non, mais le truc vraiment nocif, quand vous pensez à qui sont les signataires, c'est que ça veut dire que l'Union économique et monétaire, qui est censée être là pour l'avantage de tous, Voilà. n'est pas pour l'avantage de tous, mais pour le détriment de tous et l'avantage de un. C'est-à-dire que l'argument numéro un de la propagande européiste, qui est de dire « mais l'union monétaire sera à l'avantage de tous », est mis en contradiction non pas par moi, mais par les 6 signataires du mémorandum, qui ont un certain poids quand même. Donc pour qu'ils aient osé dire ça, il faut qu'ils soient vraiment énervés. On peut parler de glasnost. Non, là on peut parler de transparence, en tout cas de gens qui ouvrent leur bouche. On peut parler de crise de rage. Ouais. Oui, c'est ça, ils sont furieux. Oui. Ils sont furieux. Et d'autant qu'à partir du moment où je reprends encore les termes, on veut sauver les gouvernements lourdement endettés de la hausse des taux d'intérêt, s'il s'avérait qu'ils remontent, c'est une intervention. Au fond, c'est une forme d'aide au déficit public. Oui, alors ça fait partie de l'argumentaire du mémorandum qui en effet souligne ce point. En disant que, de toute façon, le financement monétaire est strictement interdit par les traités. Donc, à la limite, si quelqu'un voulait attaquer Draghi devant des tribunaux, ce serait par ce biais. Mais ça ne marcherait pas. Non, sûrement pas. Ça ne marche mais on peut ne pas être d'accord avec cette disposition, n'empêche que c'est celle qui avait été signée. On nous avait même vendu la BCE comme le modèle de la BUBA, la Bundesbank allemande, qui était indépendante des pouvoirs publics. On l'a fait au début de l'euro, mais maintenant, ça ne passe plus du tout pour le modèle. Si vous voyez le nombre de Bundesbankers qui manifestent leur mécontentement, vous voyez que c'est plus la Bundesbank. Non. C'est clair. Puisque sur la liste des 10, nous avons surtout des Allemands. Alors certes, il y a un Autrichien, un Hollandais, un Français,
Mais, donc toujours des pays du Nord, mais c'est essentiellement des Allemands. Et c'est essentiellement des Allemands qui ont touché à la Bundesbank, qui en viennent. Donc maintenant, la BCE n'est plus le clone de la Bundesbank, mais ça fait longtemps. J'ai écrit il y a plusieurs années déjà des articles sur les conflits entre la Bundesbank et la BCE. C'est pas récent. C'est pas récent et ça se voyait quand j'étais à la BCE. Oui. C'est-à-dire, ça recommence à remonter parce que j'ai dû quitter il y a 6 ans. Mais ça se voyait, on savait, on voyait, on entendait que les collègues allemands n'étaient pas contents. Ouais. On a surtout des téléconférences audio. Il est rare qu'on fasse des téléconférences en vidéo. On fait des réunions physiques. Donc on voit la tête des gens. Mais le principal outil de communication, ça restait, enfin, quand j'y étais en tout cas, les téléconférences qui sont audio. Et il est très net qu'à partir de 2010, nos collègues Bundesbanker sont devenus, d'un seul coup, de mauvaise humeur, grincheux, jamais coopératifs, toujours râleurs. Et c'est à cause de cette politique de baisse du taux. C'est à cause du fait qu'ils avaient cessé de croire que la BCE était un clone de la Bundesbank. Et sans doute ça avait été l'intention au début, mais là ça ne l'était plus. Et oui, non, si vous cherchez dans le calendrier, ça a commencé avec les targets, mais c'est lié ces trucs. Oui, mais ils ont quand même été intuitifs. Parce que, de fait, les taux d'intérêt très bas ont un effet de destruction du système bancaire et financier. Oui. Ça se répand comme des métastases. Non, mais je ne dis pas qu'ils ont eu tort. En l'occurrence, il y a un conflit et je ne prends pas parti. Oui, je décris un conflit. Vous décrivez. Je décris un conflit et je dis que ce conflit est devenu aigu quand il y a eu la prise de conscience du problème de target, et qu'il était... qu'on ne pouvait pas en douter parce qu'on entendait les voix des gens. Oui. On savait qu'ils n'étaient jamais... Et alors, Vincent Brousseau, cette baisse de taux, elle intervient alors que tout le monde parle de reprise de la croissance, de baisse du chômage. Oui, mais puisque c'est pour aider le gouvernement italien. Ah oui. Et c'est pas possible de faire autrement parce que le gouvernement italien est effectivement dans une situation critique. Donc avec des taux hauts, il s'en tirera pas. Donc c'est ça en fait l'objectif. Est-ce que la France ne serait quand même pas elle-même impactée parce que là, la France va lever cette année 270 milliards. Non, la France, non. La France, c'est une signature très bonne. Oui, c'est ce que tout le monde nous dit, mais... Mais oui, c'est un fait. Est-ce qu'à force d'abuser d'une très bonne signature... Si, mais jusqu'à quand, quoi jusqu'à quand je dirais que la France a une réputation qui, heureusement, ne tient pas simplement aux politiques désastreuses de ceux, je pensais aussi à deux précédents, enfin, à Sarkozy et à Hollande. La réputation de la France comme emprunteur se base sur la réputation de la France comme économie efficace, État de droit efficace, État bien construit, bon payeur, État bien payeur. L'efficacité du système de collecte des impôts. L'efficacité du système de collecte des impôts, oui. C'est ça la signature de la France. C'est vous et moi, cher monsieur. Oui, enfin, c'est pas vous, c'est pas uniquement vous et moi, parce qu'on serait italien, on pourrait avoir un petit peu plus de doute sur l'efficacité du système de collecte d'impôts. Oui. Et vous seriez grec et moi aussi, on pourrait voir. Voilà. Mais ça fait partie, tout ça, du fait que l'État est bien organisé, et puis il l'est depuis des siècles, et ça joue sur l'appréciation de la signature que se font les épargnants du monde entier. Donc, je ne voudrais pas rationaliser complètement pourquoi la signature de la France est bonne, mais mon sentiment, c'est que ça va durer. Ah bon. Et effectivement, il pourrait y avoir la tentation d'abuser. Oui, c'est le risque. Mais la signature de la France, c'est quelque chose de... C'est pas celle de l'Allemagne, mais c'est quand même du béton armé. Alors pour revenir à M. Draghi, il y a un observateur suisse qui s'appelle Félix Zollahoff, qui publie une lettre, qui a été un financier très reconnu, qui publie une lettre dans laquelle il accuse carrément M. Draghi d'être le pire criminel. On peut accepter de considérer cette politique comme criminelle ? Ou est-ce que Draghi est un vrai patriote qui veut aider son pays ? Ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Parce qu'on peut être patriote et criminel à la fois. Ça dépend de ce qu'on fait. Et je pense que les deux sont exagérés. Oui. Draghi n'a pas violé la lettre de la loi, je ne crois pas. Donc c'est pas un criminel. Les conséquences de la politique de Draghi pourraient être suffisamment importantes pour que à l'avenir, on le raconte comme ayant été un criminel. Oui. Parce que ce qu'il a fait est dangereux. Et dangereux pour qui ? Pour essentiellement la population générale.
Oui. Pour les Européens. Oui. Ben oui, mais Pas les élites, vous et moi. Pierre, si vous avez 3 sous Mais et que vous voulez les porter à la banque, la banque va vous faire payer pour les déposer. Oh, il y a d'autres choses aussi qui ont été désorganisées. Songez que maintenant, il est possible aux banques de se servir dans votre compte, Ben voilà. ce qui n'est pas non plus très agréable pour la population En générale. cas de crise, oui. En cas de crise. Mais qui définit quel est le cas de crise C'est ça. Bref, tout est cassé par rapport à comment c'était avant. Oui. Et Draghi emporte une lourde part de la responsabilité qui n'est pas entièrement de lui. Mais disons qu'il a rien fait pour arranger les choses. Mais c'est surtout le soupçon. Comment il disait ça, le soupçon de suspicion as Growwood. Le soupçon qu'il ait fait ça pour servir son pays contre les autres membres de l'Union économique et monétaire qui risquent de le faire vraiment haïr. Même si ça ne suffirait peut-être pas à le jeter devant un tribunal. Alors, nous allons faire une nouvelle pause, mais la question se pose de savoir si Madame Draghi va continuer à faire des bulles. Madame Lagarde. Pardon, j'ai marié Madame Lagarde avec Monsieur Draghi. Mais vous avez très bien fait, les rumeurs à la BCE sont les suivantes. Si on écoute Radio Moquette BCE... Radio Moquette BCE, tiens. Eh bien... vous savez que pardon, moi aussi je le fais. Vous savez que Lagarde n'est pas vraiment une spécialiste de la finance et de la Banque centrale. Plutôt juriste. Mais en plus, c'est une amie personnelle de Draghi. Aïe. Ah oui, je les ai mariés. Vous les avez mariés, mais la rumeur de Radio Moquette et BCE, c'est que Draghi va continuer à gouverner. Par le téléphone. Ouais. D'accord, il va appeler Madame Lagarde. Ou inversement. Elle s'est déclarée être une débutante face aux membres de la Commission européenne. Et qu'elle avait beaucoup à apprendre. De la BCE. Oui, de la BCE, oui, pardon. Théoriquement, Lagarde... Elle a beaucoup à apprendre, mais en fait, si c'est juste un relais, elle n'a pas besoin d'apprendre beaucoup. Donc elle va inaugurer les chrysanthèmes. Elle va faire la représentation. C'était une parenthèse. Mais c'est parce que vous avez fait ce lapsus qui n'est pas si infondé que vous le croyez. Bon. Alors, nous allons en reparler après la pause. Toujours en compagnie de Vincent Brousseau, le conseiller UPR en économie. Vincent Brousseau. Des affaires monétaires, parce que les affaires monétaires et de la sortie de l'euro également. Pardon, pardonnez-moi. L'un des membres de la BCE affirme qu'il y a clairement un loupé de la politique monétaire sur l'inflation qui est actuellement de 0,8, l'objectif étant d'atteindre 2%. Pourquoi 2%? D'où vient ce pourcentage, ce taux? Pourquoi faut-il l'atteindre pour avoir une inflation correcte? Alors, en fait, c'est purement religieux. Ça existe depuis l'origine des temps. C'est-à-dire, quand la BCE a été fondée, son mandat était que l'inflation devait être proche, mais inférieure à 2%. Ça, c'est une phrase rituelle. C'est-à-dire que c'est une croyance. C'est plutôt un mantra. C'est plutôt un mantra, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, on n'en bouge plus pour la nuit, pour l'éternité. Ça devrait fixer les anticipations d'inflation, les empêcher de déraper. Donc on choisit de dire ça, et on n'en bouge plus jamais. Et alors, à l'origine, vous noterez que c'était asymétrique, parce que c'était proche de, mais inférieur à. Il y a maintenant des discussions comme quoi on pourrait faire juste proche de. Oui. Parce que c'est très curieux ce mantra. Mais déjà, c'est une modification du mantra, et il y a des gens qui protestent contre. Parce qu'en effet, l'idée du mantra était qu'on n'en change jamais le mantra. Pas d'un iota, vous ne toucherez pas à la loi d'un iota. Et comment est-ce qu'on fait bouger ce taux de la BCE concrètement? Qu'est-ce qu'un banquier central fait pour faire augmenter son taux d'inflation? Il y a 3 taux de politique monétaire que c'est lui qui décide. Donc il y a des réunions régulières. De mon temps, ça devait être tous les mois ou toutes les 4 semaines, quelque chose comme ça. Et maintenant, ça pourrait être plutôt toutes les 6 semaines. Mais lors de ces réunions, ils votent. Ils disent, alors, ce taux numéro 1, on le bouge pas, on le met à telle nouvelle valeur, on le laisse là où il est. Taux numéro 2, taux numéro 3. Et ce sont les taux qui influencent ensuite les banques, parce qu'elles peuvent prêter ou emprunter à la BCE à ces taux-là.
Et donc ça se répercute sur tous les autres taux qu'elles peuvent avoir besoin de côté. Pourquoi excusez-moi Olivier, pourquoi cette inflation est trop faible en Europe? Alors l'inflation là est trop faible parce que il y a une croyance, ça aussi c'est une croyance, mais c'est pas une croyance de la BCE, c'est une croyance des économistes, que quand vous avez de la croissance, il y a de l'inflation. Il y a de l'inflation, Oui, du fait même qu'il y ait de la croissance. Donc, c'est la courbe de Phillips. Je ne sais pas quelle courbe c'est. C'était la courbe de Phillips dans les années 60, c'était très à la mode. Ah bon. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, la croyance consiste en ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir vraiment de croissance si vous ne tolérez pas un peu d'inflation. Voilà, et donc, s'il n'y a vraiment pas beaucoup d'inflation, ça peut être un frein à la croissance. Oui. La comparaison, c'est le moteur qui tourne bien, donc ça chauffe un peu. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas également c'est complètement ça. Le fait d'importation en trop grand nombre venant de pays où les taux de salaire sont bas? Mais déjà, des pays comme ça, il y en a dans la zone euro. Mais par exemple, comme la Chine, par exemple, est-ce que ça ne... Oui, mais là, on importe de la désinflation, là, au contraire. On importe des prix bas. Donc, on fait baisser les prix. Ça déflate, au contraire, l'économie. Oui, mais de toute façon, ça, c'est pas une question de banquier central, c'est une question de Commission européenne. C'est la Commission européenne qui décide si on fait des barrières tarifaires vis-à-vis de la Chine ou si on n'en fait pas. Et le banquier central, lui, il doit s'adapter à des variables exogènes qui sont décidées par d'autres. Il peut pas. De même que la Commission ne peut pas influencer normalement la décision de la BCE, de même, la BCE ne peut pas influencer... Mais c'est très bien cette histoire de l'inflation, parce que, si vous voulez, on nous dit qu'on est plutôt dans une économie déflationniste, qui est alanguie. Oui, voilà, une économie alanguie. À côté de ça, il y a un vécu de nos concitoyens. Ah, ça c'est autre chose. Vous faites allusion à la différence entre l'inflation officielle et l'inflation... Vécue, en quelque sorte. Oui, l'inflation vécue. Je suis persuadé que là, il y a un grave problème. Mais ça n'est jamais un problème dont parle la BCE, parce qu'elle fait toute sa communication, sa stratégie, ses prises de décision sur la base de l'inflation officielle, qui s'appelle le HICP. Par conséquent, elle ignore toute différence qui pourrait potentiellement exister entre ce HICP et l'inflation réelle. Mais c'est bien évident qu'il y a une inflation vécue qui est supérieure à l'inflation officielle. Il n'y a qu'à se rappeler des prix bah oui. La baguette. Alors la baguette, justement, c'est un mauvais exemple. Elle n'a pas trop augmenté, mais nous avons des biens et des services qui ont considérablement augmenté. C'était épouvantable. Ouais. Alors, ce contraste est très mal vécu. De toute façon, il n'y a qu'à faire le test du caddie. Oui, voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais l'un de nos invités avait d'ailleurs écrit un livre, Olivier, je renvoie nos téléspectateurs à la lecture. Philippe Erlin, voilà, qui était venu nous dire qui avait pris tout un tas de références en compte à partir des années 70, comparé des paniers successifs entre plusieurs décennies, et avait constaté qu'environ l'inflation pouvait être comprise entre 7 et 8%. Ah oui, mais là, c'est parce qu'il a aussi pris dans son intervalle de temps des époques plus inflationnistes. Non, moi je voulais dire par rapport au moment où l'euro s'est créé. Ça fait 20 ans. Il faudrait refaire le travail qu'avait fait Fourastier en comparant en heures de travail les biens, les prix des denrées, le travail considérable. Erlin s'était rappuyé d'ailleurs sur les travaux de Fourastier. Sur Fourastier, oui, bien sûr. Là, je pense qu'en heures de travail, il faut, dans certains domaines, plus d'heures de travail pour acheter certains biens, alors que d'autres, c'est vrai, les biens électroniques ont baissé leur prix. Mais laissons les biens électroniques là où ils sont, c'est quand même pas l'essentiel de la consommation. Exactement. Prenons un livre. Bon, maintenant, un livre, c'est 20 euros, 21 euros, 22 euros. Ouais. Ça fait quoi, ça, en francs ? Ça fait 130. Vous vous souvenez d'avoir acheté des livres, je ne veux pas dire des gros pavés, mais... Non, des livres à 130 euros, à 130 francs, on hésitait, on ne l'aurait pas fait. Non, mais surtout des livres de poche. Oui, bien sûr, bien sûr. Des trucs qu'on trouve dans des relâches ou dans des FNAC. Oui, bien sûr. Mais à 130 francs. Il y a bien d'autres produits. On n'aurait pas fait. Produits, bien sûr. Bien sûr. Il est évident que les choses sont devenues plus chères. Bon, je ne parle pas des loyers parce que ça peut être lié à la bulle immobilière. Oui, parce que, en effet, plus les taux sont bas, plus. Mais fondamentalement, si vous avez des gilets jaunes maintenant, c'est pas juste parce que c'est qu'ils ont un vrai problème de fin de mois. Il vient d'où ? Tout à l'heure, vous disiez, Vincent Brousseau, que l'Allemagne n'avait pas tiré profit de l'euro. Or, c'est quand même sur le Deutsche Mark qu'on a calibré la valeur. Mais ça ne veut rien dire, on a calibré. Alors dites-nous pourquoi. Même parce que calibrer la valeur. Est-ce que la monnaie française était le franc ou l'ancien franc ?
Oui. Bah, c'était le franc, non? Et pourquoi c'était pas l'ancien franc? C'était tout autant. Il suffisait de rajouter 2 zéros. C'est la même chose. Et Pierre n'a pas connu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous multipliez par une constante, Oui. mais que vous multipliez aussi que vous divisez tous les prix par la même constante, etc., c'est rigoureusement neutre. Dans les années 90, la Russie a fait sauter 2 ou 3 zéros du rouble. Je crois que c'était 3 zéros. Oui. Mais en soi, ça change rien. Ça veut juste dire que les 3 zéros seront plus sur l'étiquette du prix, et puis ils seront plus sur le nouveau billet de 10 000 qui est maintenant un billet de 10. Est-ce que c'est le nouveau rouble ou l'ancien rouble qui est la monnaie de... Mais en fait, c'est la même. C'est juste une convention d'expression qu'on mette les zéros ou qu'on les mette pas. Alors justement... Donc, ce que j'essaie d'expliquer à Pierre, c'est que la constante multiplicative en elle-même ne change pas, et que donc on n'a pas calibré, je reviens à ce qu'il disait, la monnaie, la valeur de l'euro sur le marque allemand. Ce qu'on a fait en réalité, c'est qu'on a dit à un moment, on regarde quels sont les cours mutuels de toutes les devises. Bon, elles sont en, on prend une photographie, clic. Et puis Enfin, le franc, c'était 6,50. 6, ouais. Le Deutschmark, c'était quand même pas autant. 3. C'était 2. Non, mais c'est pour ça que évidemment, puisque D'accord. au moment précis où ça s'est produit, le Deutschmark valait 3,41. 3 francs. Donc il fallait que ça soit cohérent. Mais au départ, c'était un marque pour un franc. Hein. Quoi? Ah non, mais là, vous parlez pas du tout de la fondation de l'euro. Vous parlez de... Oui, bah, lorsque Erhard ouais, voilà. met en place le Deutschmark. Un demi-siècle plus tôt. Oui, c'est vrai, en Mais, 49. donc c'est pas ce à quoi il faisait allusion, je crois. Ouais, non. Mais d'ailleurs, c'était même moins que... C'est, je pense, que le marque du début valait 0,80... Non, l'inverse. Le franc faisait... le franc était plus haut. Un franc. Un petit peu plus haut, oui. Bon. Peut-être qu'on pourrait passer à un autre thème, Olivier, qu'on voulait aborder, à savoir la disparition du cash. J'avais revisionné une vidéo de vous, Vincent Brousseau, où vous disiez que la BCE s'était exprimée contre la disparition du cash. Oui. Expliquez-nous pourquoi la disparition du cash serait dangereuse pour les consommateurs. Pas forcément... Ah oui, pour les consommateurs, oui, ça pourrait être embêtant. Parce qu'il y a des catégories de consommateurs qui n'ont pas accès à autre chose que le cash. Un SDF, un enfant, un interdit bancaire. S'il n'y a plus de cash, ça commence à poser problème. Il meurt. Non. Bien sûr. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui, de toute façon... Puis il y a aussi autre chose. Si vous dites je vais remplacer le cash par un machin électronique, mettons. Oui. Ben, ça veut dire que ça devient une obligation de facto d'avoir un ordinateur et une connexion Internet qu'il faut payer. Ouais. Mais ça, c'est pas constitutionnel. Pourquoi j'ai entendu... C'est pas constitutionnel. Bien sûr. Mais enfin, quand la BCE s'est exprimée contre... Elle n'a pas parlé de constitutionnalité, mais l'esprit était le même. Et j'ai dit la BCE dans cette conférence, mais en fait, il y en a deux. Il y en a une autre qui s'est exprimée contre. C'est la Bundesbank. Oui, parce qu'en Allemagne, on paye beaucoup en cash. Et puis, parce qu'il y a une raison profonde qui est que les banquiers centraux font le cash. Donc, oui, c'est une de leurs prérogatives. C'est une de leurs prérogatives. C'est-à-dire qu'une banque centrale ne peut pas souhaiter la disparition du cash, pas plus qu'un cordonnier ne pourrait souhaiter la disparition des lacets. Ou des chaussures. Des clous, ou des... Non, mais des chaussures même. Ouais, bien sûr. Oui, parce que ça n'existe pas, ça. Je crois que pour nos téléspectateurs, il faut leur dire que le système européen, le système européen des banques centrales, le SEBC, fonctionne avec la BCE, mais les banques... Non, l'eurosystème alors. Oui. Les banques continuent d'exister et elles ont le privilège de l'émission fiduciaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la fabrication des billets. Alors les banques centrales. Les banques centrales, en effet. Elles ont le privilège de n'importe quoi qui a cours légal et forcé. Voilà. C'est-à-dire, en l'occurrence, à l'heure où nous parlons, il n'y a que les billets et les pièces. Non, pas les pièces, justement. Ah oui. Mais c'est un contre-exemple, parce que les pièces, c'est émis par le Trésor public en France, Bercy. Enfin, ça dépend des pays. C'est pas une règle absolue, mais je crois qu'en Allemagne, c'est le cas aussi. Mais laissons les pièces là où elles sont, elles ne représentent pas grand-chose. Oui. Donc, au moment où nous parlons, nous avons les billets et puis les comptes que les banques commerciales, les banques de seconde, ouvrent à leur banque centrale. Donc tout ça, c'est... Et puis bien entendu que les gouvernements ouvrent à leur banque centrale, que les nations étrangères ouvrent... Vous voulez dire que, pour bien comprendre la chose, c'est que le gouvernement français a un compte auprès de la banque centrale, c'est normal, mais la BNP a un compte auprès de la banque centrale auprès de la banque centrale, la Société Générale... C'est ça. Alors le contenu de tout ça, c'est du cours légal et forcé, c'est-à-dire de l'argent légal
Et ce que je voulais dire, c'est que s'il y avait un autre moyen, un autre support pour ce cours légal et forcé, ça serait aussi du ressort de la Banque centrale. C'est-à-dire si un jour il y avait une monnaie électronique qui aurait cours légal et forcé, ça serait aussi... Alors, elle ne pourrait pas avoir le blockchain parce qu'elle ne pourrait pas avoir le mining. Et elle ne pourrait pas avoir le mining parce que la taille de la base monétaire doit être contrôlée par la Banque centrale et par elle seule. Et que le mining fait bouger la masse monétaire. Donc, ça ne serait pas une crypto à strictement parler. Mais imaginons qu'il y a un médium électronique qui est cours légal et forcé. Théoriquement, hein, je parle en théorie, ça serait encore du ressort de la Banque centrale et pas du tout du ressort du privé, d'une banque commerciale, d'une association. Du numérique public. Plus que public. Banque centrale, oui. Banque centrale, oui. Vincent Brousseau, qui aurait intérêt, on assiste en ce moment à une dématérialisation des services bancaires, à une dématérialisation aussi de la monnaie. Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez nous répondre, mais qui a intérêt justement à cette dématérialisation? C'est par exemple... Visa. Ou alors Mastercard. Oui, c'est pas très compliqué à trouver. Mais la différence entre Visa et Mastercard, à ma gauche, et la Bundesbank et la BCE, à ma droite, c'est que celles qui font la loi, c'est celle-là. C'est pas Visa et Mastercard. C'est pour ça que Visa peut bien souhaiter ce qu'il veut. Donc la monnaie, le cash a encore de beaux jours devant lui. Selon moi, oui. Oui. Et le cash ne va pas disparaître parce que les banques centrales ne veulent pas qu'il disparaisse. Elles se sont exprimées dessus à l'unisson en plus. Parce qu'il est très rare que la BCE et la Bundesbank disent quelque chose où elles sont d'accord. Donc selon moi, ça ne va pas bouger. Et donc, vous évoquiez la question de la perte de valeur des monnaies. Oui. Mais au fond, et la question de l'Italie, qui était au cœur de la critique du mémorandum de nos banquiers centraux. Oui. Mais si on avait laissé la lire à l'Italie, elle aurait dévalué sa monnaie, il n'y aurait pas eu de problème. Non. Alors en effet, c'est ce qu'ils faisaient avant, et il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que l'Italie, on commence à l'oublier un peu, mais ça a été un miracle économique pendant de l'après-guerre à pratiquement l'euro, quoi. Oui. J'exagère un peu, mais pendant cette période, il y a eu beaucoup de sous-périodes où on a dit que l'Italie était un miracle économique. Eh bien, elle faisait comme Pierre dit, Olivier dit, c'est-à-dire qu'elle laissait sa monnaie se dévaluer, parce que pour elle, c'était ça. Mais les Italiens eux-mêmes ne devenaient pas pauvres. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi riches qu'à cette époque. Évidemment, la lire valait de moins en moins, mais il y en avait de plus en plus. Donc... Oui, et donc c'est là aussi, par ce biais-là, on démontre aussi une certaine inanité de l'euro. Oui, alors... Parce que la BCE ne peut pas dévaluer. Non, mais elle peut pas. On vient de parler de l'Italie qui a eu un miracle économique, mais l'Allemagne était aussi assez florissante dans ce temps-là. Et elle ne faisait pas pareil. Elle laissait sa monnaie ne pas se dévaluer, devenir de plus en plus forte, de sorte que les Allemands, ils ne gagnaient pas beaucoup plus de marques. Mais ces marques valaient plus cher. C'est une autre façon de faire. Et parce que les pays n'ont pas les mêmes besoins, et ça provient essentiellement du fait que laisser se dévaluer ou ne pas se laisser se dévaluer, c'est un impôt caché. Bien sûr. Donc si vous avez beaucoup de services publics par rapport à l'Allemagne, il faut bien les financer. Ouais. Et une façon de les financer, c'est ça. Mais si ensuite, partant de cette situation, vous dites, à partir de maintenant, vous aurez la même monnaie, il y en a un qui va avoir des problèmes. Mais voilà. Et voilà. Et c'est arrivé. Et ça, il y en avait qui l'avaient dit. Charles Gave avait dit, au moment de l'euro, il y aura trop d'immobilier en Espagne, trop de fonctionnaires en France, et plus d'industrie en Allemagne. Il ne s'était pas complètement trompé. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'était du bon sens. Mais bien sûr. Non, mais vous savez comme moi que l'euro n'a pas été fait vraiment dans un but d'améliorer l'économie et le bien-être des citoyens. En réalité, c'était une question d'idéologie, c'est-à-dire que ça devait servir à favoriser l'avènement d'un État supranational. C'est ça que ça devait faire. Donc, la richesse du citoyen, on s'en fichait. C'était pas ça. Et on aurait tout à fait accepté de la sacrifier, comme elle a été en fait sacrifiée. On ne l'avait pas prévu, mais on l'aurait accepté. Donc, on a sacrifié le bien matériel des peuples, le bonheur matériel des peuples, à une idée politique qui n'a pas le commencement de la moindre réalisation. Je suis assez d'accord avec la façon dont vous exprimez les choses. Oui, vous êtes assez d'accord, je pense. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est donc, nous finissons
Nous finissons sur la politique, bien entendu. Nous finissons sur la politique. Oui, l'euro était politique essentiellement. Totalement. Alors, mais ce qu'il était en plus, et qu'on n'a pas vu, c'est qu'il n'était pas. On ne pouvait même pas dire qu'il était à l'avantage de tous. Oui. Oui. Même. Alors, effectivement, il était à l'avantage de personne, mais il y avait moyen de prétendre que on était tous sur un pied d'égalité. Mais c'est pas vrai, puisque le chef de la BCE peut décider d'orienter de manière à favoriser son pays et à défavoriser tous les autres. Eh oui. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le monde entier, enfin avec le pouvoir des banques centrales. Pourquoi certains pays en Afrique n'arrivent pas à se développer autant que... Non, ça je pense que c'est autre chose. Non. C'est... En fait, pour qu'une monnaie marche... Non, mais favoriser, c'est vous qui le dites, on peut favoriser un pays avec... Oui, non, mais alors dans ce cas-là, on ne s'est pas complètement compris. Mais... Pour qu'une monnaie marche, dites-vous. Oui, j'y reviens, mais je réponds d'abord à votre collègue. Oui, là, ce que je dis, c'est que dans la zone euro, il y avait X pays qui ont dû payer le prix d'un soutien à l'Italie qui avait été décidé par un Italien. Voilà. La situation de l'Afrique est très différente, parce qu'elle n'est pas dans une union monétaire quelconque. Enfin, si on fait abstraction du franc CFA, mais il n'y a que eux dedans, donc c'est comme si ce n'était pas une union monétaire. Alors ensuite, je reviens à ce que disait... Oui, pour qu'une monnaie marche, eh bien, pour qu'une monnaie marche, il faut qu'elle ait déjà marché. C'est-à-dire que c'est une espèce de cercle vicieux ou de cercle vertueux. Si vous êtes le Venezuela et que vous voyez que votre monnaie ne marche pas, et que vous dites, je vais faire une autre monnaie, et puis elle va marcher, elle ne marchera pas davantage. Non. Si vous êtes le Zimbabwe, enfin c'est la Rhodésie, c'est ça? La Rhodésie, oui, le Zimbabwe, oui. Et que vous voyez que votre monnaie a cessé de marcher, vous ne pourrez pas la réparer. Vous ne pourrez pas la réparer parce que elle sera toujours liée, la nouvelle monnaie que vous voudrez faire sera toujours liée dans la tête des gens. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est une sorte de stigma. Si un jour le dollar devait perdre sa valeur en raison de problèmes internes aux États-Unis, je ne dis pas que ce soit probable. Je dis si un jour, eh bien, il ne pourrait plus ensuite refaire de dollars forts. Ce serait terminé. Et pour monter, il faut monter en puissance, mais lentement. Enfin, je dis qu'on ne peut monter en puissance que lentement, et puis vous finissez par arriver à faire des francs, des sterlins, des marques qui ont acquis une certaine confiance et qui peuvent la conserver si vous ne faites pas n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas décréter. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est le problème de l'euro. Ça a été un décret. Alors, ça pourrait être vu comme en effet un problème de l'euro, mais en réalité, l'euro aurait pu vivre sur la réputation de la Bundesbank. Oui, parce que c'était, au fond, une partie des euros est émise par la Bundesbank, et donc c'est la signature de la Bundesbank. Donc ça aurait pu marcher, mais il aurait fallu que les règles fussent respectées, et il aurait fallu qu'il soit impossible de favoriser un pays au détriment des autres. Et ça... À partir du moment où c'est fait, vous comprenez, ça va même plus loin que cette histoire de monnaie qui marche et de monnaie qui ne marche pas. C'est un deal dont on s'est rendu compte qu'il était possible de le truquer. Alors là, pour le sauver, vous comprenez? Oui, il s'agit de sauver quelque chose qui est pourri, finalement. Et qui est pourri, et dont la pourriture vient d'apparaître. Voilà. La pourriture c'est même plus une hypothèse, c'est sur le papier. Voilà. Le mémorandum des banquiers. Oui. Spécialement cette phrase, qui est une accusation que il a dû leur falloir quand même du courage pour mettre ça par écrit. Oui. De la vous remarquez qu'ils sont en fin de carrière, c'est vous qui le dites, donc ils ont rien. En fait, ils ont pas. Malgré tout, il y a le conditionnement de toute une vie. C'est l'ironie, en fait, toute la carrière ce qu'ils ont fait avant. Il faut un sacré courage. On va la répéter encore une fois, parce qu'il est de plus en plus fondé de soupçonner que cette mesure repose sur l'intention de protéger les gouvernements lourdement endettés de la hausse des taux. Et il faut comprendre que le gouvernement lourdement endetté, il n'y en a qu'un. Enfin, qui est vraiment plus lourdement endetté que les autres, et c'est celui-là. L'italien. Eh bien, merci. Vincent Brousseau, merci de ces éclairages sur un dossier, chers téléspectateurs, dont je conviens, je pense avec Pierre, qu'il est complexe, mais nous sommes les seuls à en parler dans les médias français. Oui. Et je vous remercie de nous en avoir prévenus et de nous avoir éclairés sur cette révolte qui va quand même
avoir des prolongements Ah, je pense, oui. à suivre. Ouais. Et donc vous reviendrez pour nous en parler. Merci, monsieur. Merci et à très bientôt, chers téléspectateurs. À bientôt, Pierre. À bientôt, Olivier.